Bonjour professeur Lantieri. Bonjour. Vous êtes chef de service de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique à l'hôpital européen Georges Pompidou. On avait très envie aujourd'hui de faire un point avec vous sur la reconstruction mammaire et les options que les femmes peuvent avoir. Aujourd'hui, on estime qu'une femme sur 3 ne se fait pas reconstruire. Selon vous, pourquoi ? Je crois que la première cause, c'est que les femmes ne sont pas informées des possibilités de reconstruction. Généralement, on leur dit, après la mastectomie, oui, vous pourrez être reconstruite, on vous adressera à quelqu'un. Elles sont souvent laissées dans la nature, elles errent, elles vont sur Internet essayer de trouver. Grâce à votre association, d'ailleurs, elles ont plus d'informations. Mais c'est vrai que le premier problème de ces femmes, c'est l'absence d'informations. Ce que je souhaiterais, et ce à quoi je m'attelle depuis des années, c'est que toute femme qui ait une mastectomie puisse avoir, avant la mastectomie, au moment où on décide de la mastectomie, au moins une consultation pour une information sur la reconstruction, soit immédiate, soit bien sûr différée. Et si toutes les femmes concernées choisissaient de se faire reconstruire, est-ce que ce serait possible? Est-ce que les capacités d'accueil dans les établissements hospitaliers sont armées pour une telle situation? C'est une question de volonté. La question de volonté, c'est de savoir ce que l'on veut faire. On ne peut pas à la fois dire nous allons nous occuper des femmes qui ont le cancer, nous allons faire une détection précoce et dire en plus la reconstruction mammaire fait partie intégrante du traitement du cancer et ne pas mettre en face les moyens qui vont avec. Je pense que c'est une question d'organisation aussi. Si on décide de manière claire de faire la reconstruction avec des reconstructions qui sont stables dans le temps, on aura beaucoup plus de place. Aujourd'hui, on fait trop de reconstructions avec des techniques qui ne sont pas stables dans le temps et les services sont embolisés par des reprises après prothèse que l'on reprend, que l'on reprend, que l'on reprend et les services dont le bloc opératoire est embolisé par ça. Nous avons pris la décision de prendre plus de temps initialement pour faire des reconstructions avec les propres tissus de la patiente parce que nous savons que c'est stable dans le temps. C'est le seul moyen. Voir à long terme, pour voir à long terme, il faut faire ce type de reconstruction. Et bien sûr, il faut qu'il y ait plus de services qui le fassent. Alors, pensez-vous, comme certains de vos confrères, qu'il vaut mieux faire une mastectomie et reconstruire le sein ultérieurement pour que les femmes fassent le deuil de leur sein? Lorsqu'on fait le deuil de quelqu'un ou de quelque chose, on n'en a plus besoin. Donc c'est pas exact de dire qu'il faut faire le deuil de son sein. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faille forcément faire de la reconstruction immédiate. Par contre, il faut que les patientes puissent avoir l'opportunité de consulter un chirurgien plasticien pour à la fois qu'on puisse leur proposer soit une reconstruction immédiate si elle est possible, soit d'emblée les mettre dans un parcours de soins qui leur permettra d'avoir une reconstruction dans un délai qui est d'un délai raisonnable. Mais la notion du deuil du sein, elle n'a jamais été prouvée, elle ne représente rien. Il y a des femmes qui vivent très bien sans sein, et il faut assumer ça, et il faut accepter. Même moi qui fais la reconstruction mammaire, je dois dire aux femmes, vous pouvez vivre sans sein. Et puis les femmes qui ne peuvent pas, qui ont vraiment besoin pour pouvoir se sentir pleinement femmes, pour retrouver leur qualité de vie, d'avoir une reconstruction mammaire. Et celle-là, il faut pouvoir leur proposer le plus rapidement possible. Et la reconstruction immédiate, elle peut être proposée dans quel cas? C'est plutôt l'inverse. C'est quand on ne propose pas la reconstruction immédiate lorsqu'elle n'est pas possible. C'est plutôt dans ce sens-là que l'on voit. A priori, toute femme doit pouvoir bénéficier d'une reconstruction mammaire. Alors, il y a différents aspects. La reconstruction mammaire est là pour améliorer la qualité de vie. Prendre un risque pour améliorer la qualité de vie ne doit pas être au détriment de l'espérance de vie. Il y a des cancers qui nécessitent un traitement actif, violent, puissant, immédiat pour pouvoir sauver la vie. Et parfois, c'est au prix de dire « nous ne pourrons pas faire la reconstruction immédiate ». Et puis il y en a d'autres pour lesquels le pronostic est essentiellement au problème du sein, il n'y a pas de localisation secondaire, il n'y a pas de besoin de traitement associé, ni radiothérapie, ni chimiothérapie. Tous ces cas-là doivent pouvoir bénéficier d'une reconstruction immédiate. Et enfin, il y a un groupe très particulier, et ça, il faut qu'on en reparle, c'est les patientes qui souhaitent une mastectomie dans le cadre d'une anomalie génétique, d'un risque génétique associé. Celle-là, il faut leur proposer de manière systématique une reconstruction immédiate. Alors, après l'affaire des prothèses frauduleuses et l'interdiction l'année dernière d'un dispositif médical en reconstruction mammaire, le Stratis,
quelle est la situation aujourd'hui concernant la reconstruction par prothèse? Alors, il y a plusieurs aspects à votre question. C'est en général, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec ces différentes reconstructions de ces prothèses frauduleuses. Oui, il y a eu vraiment des choses absolument intolérables qui ont été faites. Bien sûr, il y a toujours des complications avec les matériaux. Il y a une matériaux-vigilance qui est faite, donc on peut penser qu'aujourd'hui les matériaux sont fiables. Cependant, une reconstruction par prothèse, premier point, ça n'est pas stable dans le temps. Et ça c'est clair, c'est dit, il faut l'annoncer. Si vous avez une prothèse, si on vous fait une reconstruction par prothèse, vous pouvez être amené à avoir à changer cette prothèse. Pas tous les 10 ans, pas tous les 15 ans. C'est comme quand vous mettez une pile dans une lampe électrique. À un moment, cette pile va s'éteindre et il va falloir la changer. C'est un matériau qui a une espérance de vie qui est inférieure à l'espérance de vie des patients. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a des réactions inflammatoires autour de cette prothèse, qui fait qu'elle se dégrade et que les tissus autour de la prothèse se dégradent. Un certain nombre des patientes développent ce qu'on appelle un lymphome sur les prothèses au-delà de 10 ans. Donc on a aussi ce problème-là. Globalement, les reconstructions unilatérales par prothèse ont de mauvais résultats à long terme. À court terme, de bons résultats, mais à long terme, de mauvais résultats. Voilà ce qu'il faut dire très clairement aux patients. Aujourd'hui, une reconstruction par prothèse, pour moi, les indications qu'il reste sont vraiment claires. Ce sont les indications pour la reconstruction bilatérale chez les femmes à qui on enlève les seins de manière préventive et à qui on garde l'étui cutané. Le fait de garder l'enveloppe et des tissus suffisants fait que la prothèse est généralement bien supportée et lorsqu'on fait les deux côtés, on a généralement des bons résultats. Comme Angelina Jolie par exemple. Il n'y a pas de radiothérapie, pas de traitement complémentaire, ça donne de bons résultats. Le grand dorsal avec ses évolutions, alors sans prothèse, où on a vu aussi avec prélèvement minimal, vous paraît-il une technique d'avenir? Non. Le grand dorsal n'est pas une mauvaise technique, mais c'est une technique du passé. Ces évolutions du grand dorsal, c'est comme essayer d'améliorer la bougie. On veut qu'elle soit plus efficace, qu'elle dure plus longtemps. Les reconstructions par tissu autologue, par l'embolie comme le Dieppe ou le PAP, c'est passer de la bougie à l'électricité. Alors, concernant le Dieppe, les femmes pensent qu'il n'y a pas de recul. Enfin, c'est souvent ce que l'on nous dit à l'association, car il est présenté comme une nouvelle technique, alors que vous la pratiquez depuis 20 ans, je crois. Je pratique cette technique depuis 22 ans. J'ai implémenté cette technique en France à peu près en même temps que d'autres chirurgiens à travers la planète, avec Bob Allen aux États-Unis, d'autres, Philippe Blondel en Belgique. Et je dois avouer que dans les années 90, on devait être, quand on se réunissait, je ne dis pas qu'on se réunissait dans une cabine téléphonique, mais on devait être une quinzaine au maximum à travers la planète à faire ce Dieppe de manière systématique. Ça a été difficile à développer. Aujourd'hui, c'est un standard international. Le Dieppe, la reconstruction par tissu autologue, est un standard international. C'est quelque chose qui est proposé de manière systématique. Et ce n'est pas un problème de système de santé, puisque en Angleterre, il y a eu une revue des méthodes de reconstruction qui a été faite en 2011, dans un système totalement public, totalement financé par l'État, et le résultat était clair, les reconstructions par microchirurgie, par l'embolie, donnaient des résultats à court terme et à long terme supérieurs aux autres modes de reconstruction. Donc ça c'est clair, pour moi il y a un recul, et il y a un recul aussi bien un recul de mon expérience personnelle que le recul d'autres équipes internationales. C'est une technique qui est fiable, qui a ses taux de complications, hein, on a 2-3% d'échecs, mais qui est une technique qui est fiable et qui donne de bons résultats chez les patients. Alors, une étude récente a été réalisée dans votre service, d'ailleurs, sur les patientes que vous avez opérées sur une durée de 10 ans. Que pouvez-vous nous en dire sur les résultats? Alors, cette étude, grâce à l'association qui a pu rechercher les patientes que j'avais opérées, c'était surtout moi d'ailleurs, au début de notre expérience, et on a pu regarder et faire un questionnaire de qualité de vie. Ces questionnaires de qualité de vie qu'on appelle le SF36, ces questionnaires sont des questionnaires qui sont maintenant universels, reconnus un petit peu partout comme étant l'élément pour améliorer la qualité de vie. Un traitement médical n'a que deux fonctions. Soit il augmente la durée de vie, soit il augmente la qualité de vie. La reconstruction mammaire n'a qu'une seule fonction, c'est d'améliorer la qualité de vie. Nous avons évalué cette qualité de vie de ces patientes et nous avons comparé avec les patientes qui n'ont jamais eu de reconstruction. On a la population française, on a des éléments pour savoir, et puis la qualité de vie moyenne des Françaises. Les mêmes questionnaires de déposer à des patientes qui n'ont jamais eu de cancer en France. Ce que nous avons vu, c'est qu'à long terme, donc à 10 ans,
la qualité de vie des patientes qui ont une reconstruction mammaire par l'embolie prototype Dieppe, eh bien, la qualité de vie est égale aux patientes qui n'ont jamais eu de cancer, supérieure aux patientes qui ont un autre mode de reconstruction et bien évidemment supérieure aux patientes qui n'ont pas eu de reconstruction. Ça va même plus loin. Les patientes qui ont une reconstruction mammaire par Dieppe vont bien et même à très long terme vont mieux que la population française moyenne, en particulier sur les facteurs psychologiques. Peut-être que les épreuves par lesquelles elles sont passées ont renforcé ces femmes, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, renforcer ces femmes, ce qui fait que non seulement on a pu les reconstruire physiquement, mais en plus, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue mental, elles ont pu restaurer leur vision de la vie et avoir une vie sociale qui est optimale. Alors pour les femmes atteintes de lymphœdème, vous proposez de pratiquer en même temps que le Dieppe une greffe de ganglions. Quels résultats peuvent-elles en attendre? Alors je reste très prudent sur cette technique, dont certains se sont portés comme étant une technique révolutionnaire qui allait tout changer. Il y a un premier aspect sur le lymphœdème, c'est qu'il y a beaucoup d'inconnus sur l'origine du lymphœdème. Pourquoi on le fait? C'est pas immédiat, c'est souvent plusieurs années après. Qu'est-ce qui déclenche ça? Il y a un manque de recherche très clair, il y a des équipes qui cherchent bien sûr pour savoir pourquoi il y a du lymphœdème. D'un point de vue technique, rien que le fait de faire un Dieppe et de libérer la cicatrice, souvent améliore le drainage lymphatique. Souvent, rien que le fait de mettre de la graisse dans un creux axillaire est suffisant. Parfois, ce que nous faisons, c'est que nous amenons des ganglions avec pour avoir une repousse ganglionnaire. Nous ne le faisons jamais de manière isolée, parce que je considère que c'est une intervention qui est trop lourde pour un bénéfice qui reste relativement hypothétique. Nous le faisons lorsque nous faisons le Dieppe associé. En même temps, on prélève le Dieppe et un petit masque ganglionnaire que l'on va amener au niveau du creux axillaire pour essayer de faire repousser les lymphatiques. Après ça, bien sûr, il y a un traitement qui doit être pris, et je dirais que dans un tiers des cas, nous avons un résultat tout à fait positif. Dans les 2 tiers qui restent, les résultats sont très modérés. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure brièvement les femmes porteuses d'une mutation du gène BRCA1 ou 2 qui augmente le risque de cancer du sein et qui décident d'avoir recours à une mastectomie prophylactique et donc une reconstruction immédiate. Quel type de reconstruction peut-on leur proposer? On avait parlé des prothèses, mais qu'est-ce qu'elles peuvent faire? On peut tout leur proposer. Alors le premier point, c'est qu'il ne s'agit pas d'une reconstruction après un cancer. On n'est pas du tout dans le même schéma. Et donc, c'est un choix de la patiente. Et donc, la patiente doit avoir le choix. Nous ne sommes pas face à quelqu'un qui a un cancer et qu'il faut enlever un sein. C'est le traitement qu'on doit vous proposer. C'est une femme qui vient en disant « j'ai un risque, qu'est-ce que vous, docteur, professeur, vous pouvez nous proposer ?» Nous, on propose et c'est ensuite à la femme de choisir. Je n'ai pas à imposer un choix. On peut aussi imposer le choix de simplement de se faire surveiller. Mais quelqu'un qui veut réduire ce risque, on passe d'un risque, chez quelqu'un qui n'a pas eu de cancer, pour un BRCA, on est à 60-65% de risque d'avoir un cancer, et on le baisse à 1 ou 2%. Pas 0% parce qu'il y a toujours de la peau, et dans la peau, il peut y avoir des cellules mammaires. Mais on le baisse de manière très radicale. Ça évite aux patients par la suite d'avoir toute cette, non seulement d'avoir ce risque, mais aussi toute cette surveillance qui est difficile, qu'il faut faire en permanence, qui est comme une épée de Damoclès, où est-ce qu'on en est. Donc ce que l'on propose d'abord, c'est de les prendre en charge, c'est de les faire suivre. On a ici une équipe d'oncologie, d'oncogénétique qui va permettre d'évaluer le risque spécifique aux femmes pour qu'elles soient informées. Ensuite, on peut proposer toute mode de reconstruction. Sur des petits seins qui se tiennent de manière ferme chez les patients jeunes, on aura plutôt tendance à proposer une reconstruction par prothèse, éventuellement avec une matrice qui va permettre de couvrir la prothèse pour éviter d'avoir des réactions inflammatoires, sachant qu'il n'y a pas de radiothérapie, que nous avons un étui cutané qui est conservé, que l'on conserve l'aréole et le mamelon. Ça, j'insiste sur le fait qu'il n'y a aucune raison de l'enlever, ça ne diminue pas de manière radicale le risque de cancer lorsqu'on enlève cette aréole et ce mamelon. Eh bien, on peut avoir des bons résultats. Chez les femmes qui ont des seins qui sont plus généreux, qui ont un peu plus d'embonpoint et qui ont du ventre, alors une double reconstruction par Dieppe peut être proposée. Ce que nous proposons aussi aux femmes qui ont plus de 40 ans, c'est avec nos collègues de gynécologie, on peut leur proposer en même temps de traiter le problème des ovaires, de faire tout en un temps, faire un package en un temps où on fait la mastectomie bilatérale, la reconstruction bilatérale et l'ovariectomie, on enlève les ovaires, exactement c'est l'annexiectomie que l'on enlève, ce sont les annexes qui permettent de diminuer le risque de cancer de l'ovaire, car ces femmes ont aussi un risque de cancer de l'ovaire. Alors certains chirurgiens
ne veulent pas ou ne peuvent pas pratiquer les techniques de microchirurgie, car elles sont plus longues, peu rentables. Vous, qu'est-ce qui vous motive? Les femmes. Ce qui me motive, c'est d'abord d'essayer de faire ce qu'il y a de mieux pour les patientes. Je suis dans un hôpital public, même si j'ai une activité privée par ailleurs, mais la finalité de ce que je fais, c'est développer de nouvelles techniques, les évaluer. Et donc on fait des publications, et grâce à vous, nous avons fait ces publications à long terme, prouvant qu'à long terme, j'avais raison, nous avions raison de faire ce type de reconstruction, et donc de les implémenter. Et je continuerai à me battre parce que je pense que c'est ce qu'il faut proposer aux femmes aujourd'hui, que c'est la bonne technique, que c'est une technique qui doit dominer les autres techniques. Le coût est quelque chose qui n'a pas de sens lorsqu'on le regarde que à court terme. Si on le regarde à long terme, en termes de coût, toutes les statistiques le démontrent, sans aucune exception. À long terme, ces reconstructions par tissu autologue, par les propres tissus de la patiente, sont bien plus bénéfiques en termes de coût que les autres modes de reconstruction. Alors, vous avez développé récemment une alternative, une autre technique de reconstruction pour les femmes qui ne pourraient pas ou ne voudraient pas avoir DIEP, le PAP. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous la décrire brièvement? Alors, la technique du DIEP, qui est la première technique décrite de l'embout perforant, le DIEP, ça veut dire Deep Inferior Épigastrique, qui est le nom de l'artère que l'on a au niveau du ventre, et P pour perforant, perforateur. On a découvert il y a plusieurs années que la peau et la graisse, les tissus sous-cutanés, étaient irrigués, vascularisés par des artères qui venaient de la profondeur qu'on appelait les perforantes. Et on a découvert l'acclusion du DIEP, parce que c'était le premier. Et donc on a décrit cette technique à partir du DIEP. Le DIEP ne sert pas uniquement à la reconstruction mammaire, on peut utiliser ces lambeaux perforants pour autre chose. Et puis on a essayé de trouver d'autres lambeaux perforants lorsque le ventre n'était pas disponible. On l'a décrit sur la fesse, on appelle ça le SGAP, qui est une technique qui est bien mais qui laisse une cicatrice sur la fesse. On a d'autres techniques et puis plus récemment on a découvert qu'il y avait une perforante qui venait d'une artère de la cuisse qu'on appelle l'artère profonde de la cuisse ou profondus arteri perforator, d'où l'expression de PAP, qui était sur le haut de la cuisse. Ça laisse, si on prélève un croissant de peau et de graisse dans le haut de la cuisse, toutes les femmes ont un petit peu de graisse à cet endroit-là, ce qui fait un petit peu leur charme souvent, et on peut le prélever sur les femmes qui n'ont pas vraiment de ventre ou qui ont été opérées du ventre pour reconstruire les seins. Ça donne d'excellents résultats, aussi des seins naturels, et la cicatrice là est franchement masquée, elle ne se voit que lorsqu'on est nu, les jambes écartées, ce qui est quand même une position assez rare malgré tout. Alors, quand on parle de DIEP, nous à l'association, les femmes sont quand même un peu surprises par le nombre et l'importance des cicatrices avec les reconstructions par lambeaux, enfin, le grand dorsal en fait partie aussi, et elles sont souvent tentées par les greffes de cellules adipocytaires. Est-ce vraiment l'avenir comme on l'entend souvent? Je ne sais pas ce qu'il y a de l'avenir. C'est vrai qu'essayer de régénérer les tissus est quelque chose qui a une position d'avenir. C'est clair que c'est vraiment ce que nous cherchons tous. Le problème qui se pose avec une reconstruction mammaire, c'est qu'on a enlevé non seulement de la graisse, si c'était que de la graisse, ça c'est facile, mais on a enlevé aussi de la peau, et souvent il y a eu de la radiothérapie qui empêche tout processus régénératif, qui empêche toute production de quoi que ce soit. Donc lorsqu'on fait une greffe adipocytaire, lipofilling, comme on dit vulgairement, oui on va pouvoir le faire, mais si on a enlevé de la peau, la matrice dans laquelle on peut mettre cette graisse est extrêmement faible, donc on peut mettre qu'une toute petite quantité. On peut reconstruire ses seins en injectant de la graisse, augmenter, mais il va falloir 6-7 injections pour avoir un petit volume. Lorsqu'on a un 95C, on n'y arrive jamais, et puis en plus on n'a pas le tombant, on n'a pas le galbe de ça. Alors on a essayé d'améliorer en essayant d'avoir des ventouses, le Brava qui permet de tirer, mais là aussi il faut 7-8 interventions, 7-8 séances pour pouvoir avoir une reconstruction confortable. Donc aujourd'hui, même s'il y a probablement quelque chose là, il y a probablement une phase d'avenir, on est encore loin en termes de régénération des tissus. L'avenir, bien sûr, ça serait de pouvoir régénérer un sein. Pour l'instant, nous ne faisons que le reconstruire. Par contre, l'utilisation des greffes de graisse, c'est quelque chose qui est très utilisé après une reconstruction par un lambeau, pour essayer de gommer les anomalies. En quelque sorte, c'est comme Photoshop. C'est le Photoshop de la reconstruction mammaire. Ça ne permet pas de créer un nouveau sein, de créer une nouvelle image, mais ça permet de la transformer, de la lisser pour qu'elle ait la forme la plus adaptée. Alors, vous qui êtes dans l'innovation permanente,
quelles sont, selon vous, les avancées majeures que l'on pourrait attendre dans les années à venir pour la reconstruction mammaire? Alors, les avancées, je pense que nous avons atteint, pour nos reconstructions microchirurgicales, non pas un plateau, mais vraiment, nous avons atteint un maximum par nos propres reconstructions microchirurgicales. Nous avons avancé en termes de surveillance des patients, nous avons avancé sur nos résultats. Ce sont des avancées progressives, après le bond qui a été fait dans les années 90. Nous avons avancé sur les méthodes de surveillance, nous mettons des sondes pour surveiller, pour éviter d'avoir des reprises. Et donc, nous avons amélioré nos résultats et nous atteignons 98% de bons résultats. Maintenant, les avancées qui vont se faire dans d'autres modes de reconstruction. Oui, nous parlions des greffes de graisse. Probablement, il y a quelque chose là qui va arriver. Nous cherchons tous dans cette direction. Mais à l'heure actuelle, entre ce qui se passe dans la boîte de pétri au laboratoire et ce que nous allons faire chez la patiente, il y a un espace qui n'est pas encore là, que nous espérons bien un jour combler, mais nous n'y sommes pas. Et je crois que nous avons fait le tour, à moins que vous ayez autre chose à rajouter qui pourrait convaincre les femmes d'au moins consulter pour connaître leurs possibilités de reconstruction. Je crois que je vais rajouter ça, c'est ça. Il faut que les femmes qui vont sur votre site n'hésitent pas à consulter pour au moins se renseigner, qu'elles n'aient pas peur. Et puis qu'elles consultent très tôt. Souvent on leur dit attendez la fin d'une radiothérapie, il faut attendre. C'est trop tard. Consultez tôt pour vous faire une idée de ce que ça représente et puis on attendra que les tissus cicatrisent, prendre un délai correct. Car si vous attendez d'avoir la fin de la radiothérapie, d'attendre 1 an, etc., vous vous êtes habitué à autre chose, c'est très difficile de revenir en arrière. Faites ce parcours, d'emblée, choisissez ce parcours. Je dis aux femmes qu'il faut qu'elles choisissent ce parcours, c'est à elles de prendre leur vie en main et leur sein en main. Elles choisissent et ensuite elles déterminent. Si elles ne veulent pas se faire reconstruire, très bien, mais que ce ne soit pas quelque chose de forcé parce qu'elles ont attendu trop longtemps. Merci, professeur Thierry.